Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne. Notre territoire n'aurait pas pu se faire finalement sans la conjonction de ces deux mouvements de résistance, un mouvement de résistance extérieure avec les FFL dirigés par le général de Gaulle et les FFI finalement réorganisés grâce à Jean Moulin. Donc, grâce à ces mouvements de résistance, le général de Gaulle a pu hisser la France au statut de force ayant vaincu l'opposant allemand, l'opposant nazi. Sans cette résistance, la France aurait été comme la Pologne, simplement une puissance vaincue, et les alliés anglais et américains auraient été les seuls à avoir eu les lauriers de la victoire. Donc la libération, comment s'est-elle déroulée? Eh bien, on connaît les étapes, on a déjà vu le déroulement de la Seconde Guerre mondiale, mais on va les rappeler rapidement, puisque vous oubliez vite. Au nord, on a un débarquement qui se déroule le 6 juin 1944 sur les plages de Omaha Beach, Chulo Beach, etc. Et nous avons également un débarquement qui se passe par le sud, en Provence, le 15 août 1944. Donc, les Alliés qui débarquent par la Normandie vont rapidement vouloir gagner le territoire allemand et avaient pour objectif d'aller vers la Belgique. Mais, bien entendu, pour le général de Gaulle, il était très important de libérer Paris. D'autant plus que, ayant eu vent du débarquement du 6 juin 1944, les résistants avaient déjà commencé à prendre les armes contre les Allemands qui se trouvaient à Paris et commençaient à rencontrer des difficultés. Donc le général de Gaulle se devait de venir en aide aux résistants qui avaient pris les armes contre les Allemands à Paris, et le général de Gaulle se devait de lui-même de libérer Paris. Paris, capitale française, devait être libérée par des Français. Donc c'est ce qu'ils vont faire, et Paris va être libéré finalement le 25 août 1944. Mais la bataille pour Paris commence le 19 août. D'accord ? Mais la date à retenir sera le 25 août 1944, lorsque le général de Gaulle finalement peut défiler sur les Champs-Élysées. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière. Donc, une fois que la capitale est libérée, les troupes vont bien entendu continuer à avancer vers la Belgique et vers l'Alsace et la Lorraine, où ils seront rejoints par les troupes qui ont débarqué par la Provence. Et finalement, la totalité du territoire français est libérée aux alentours de décembre 1944. À la libération, une fois que les soldats allemands ont complètement quitté le territoire français, va se mettre en place ce qu'on appelle l'épuration. C'est-à-dire que des actions de répression contre ceux qui ont collaboré avec les Allemands vont se mettre en place, aussi bien contre les hommes que contre les femmes. Il va y avoir beaucoup d'exécutions sommaires, parfois des règlements de compte, et également des femmes vont être tondues, battues parce qu'elles ont eu des relations avec des Allemands, pas forcément avec des nazis, mais avec des soldats de la Wehrmacht. Et cela est suffisant pour finalement les rendre coupables, et elles sont battues et elles ont le crâne rasé. Certaines d'entre elles vont être pendues. C'est pour ça que certaines personnes vont décider de fuir le pays pour revenir plus tard, une fois que les choses se seront calmées. C'est notamment le cas de Coco Chanel, qui a eu des relations amicales avec des Allemands, et donc elle décide de fuir en Suisse, et elle reviendra plus tard lorsque les choses se seront calmées. Elle n'avait pas envie de subir cette vengeance de la part des résistants.
Ensuite, pour les hauts dignitaires, par contre, comme le maréchal Pétain ou Pierre Laval, c'est différent. Ceux-ci ont été exilés de force par les Allemands. Ils ont été emmenés au château de Sigmaringen en Allemagne. Mais bien entendu, le maréchal Pétain comprend qu'il ne pourra pas échapper à un procès. Donc il décide de se rendre de lui-même en France et d'accepter finalement d'être jugé. Donc son procès s'ouvre en juillet 45 et la sentence n'est pas très étonnante. Il est jugé coupable de haute trahison et il est donc sa sentence, c'est qu'il est condamné à mort. Bien entendu, étant le héros de Verdun, le héros de la Première Guerre mondiale, sa sentence est simplement commuée en prison à vie et il va mourir en prison à Joinville-sur-Mer dans les années 1951. En revanche, pour Pierre Laval, c'est une autre histoire. Lui également est rattrapé et il va être jugé également en octobre 1945, mais lui n'a pas la même stature que le maréchal Pétain et donc bien entendu il est jugé coupable de haute trahison et lui par contre sa sentence n'est absolument pas modifiée et il doit être exécuté. Il essaye d'échapper à sa peine en tentant de se suicider en avalant une capsule de cyanure, mais malheureusement pour lui, les médecins vont le sauver et il sera ensuite exécuté dans la cour de la prison de Fresnes en octobre 1945. C'est ainsi que se termine finalement le régime de Vichy et qu'est installé en France le gouvernement provisoire de la République française qui avait été mis en place par le général de Gaulle depuis Londres. Donc, ce qu'il faut retenir sur la résistance française, plusieurs choses. Tout d'abord, la résistance française, ce n'est pas un seul mouvement, mais plusieurs. D'abord, le premier à retenir, les forces françaises libres qui sont dirigées par le général de Gaulle depuis Londres avec Churchill et qui participent à des combats militaires, véritablement des combats armés, notamment en Afrique et qui participent au débarquement, notamment en Provence et en Italie, à partir du mois d'août 1944. Nous avons également, parallèlement aux forces françaises libres, les forces françaises intérieures, qui sont composées de différents mouvements de résistance, tout d'abord complètement distincts les uns des autres, qui mènent des actions de sabotage, d'espionnage, d'information. Et finalement, ces deux mouvements de résistance, à l'intérieur et à l'extérieur, vont se rejoindre grâce à l'action du célèbre Jean Moulin, qui va faire la connexion entre les deux et qui va créer le Conseil national de la résistance. Ces deux mouvements, une fois coordonnés, vont permettre la libération de Paris et la libération du territoire français et permettre surtout à la France de s'imposer comme une puissance victorieuse aux yeux des Alliés. Voilà ce qu'il fallait retenir pour les mouvements de résistance et la libération de la France pendant la Seconde Guerre mondiale.